toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Les ressources d'Amphore pour mieux connaître les territoires. Du coup, juste pour rappeler le contexte de ce webinaire, donc là, on est dans le cadre du programme de professionnalisation d'Amphore, dont la cible sont les acteurs emploi formation, orientation en région. Et l'objet aujourd'hui de notre webinaire, c'est en fait, de connaître et de s'approprier les productions Amphore qui permettent de caractériser les territoires de la région. Donc les différentes productions d'Amphore, on verra que ça peut être des études, mais ça peut être aussi de la mise à disposition de données ou encore des éléments plutôt visuels. Voilà. Alors, je vais vous présenter un peu le déroulé du webinaire. Donc, on va vous présenter différentes ressources d'Amphore et parfois de partenaires qui contribuent à ces productions. Donc, en premier, on va vous présenter un encap pro avec plutôt un objectif méthodologique. Donc, il est intitulé Des clés pour comprendre mon territoire. Je reviendrai en détail dessus. Ensuite, on vous présentera la data visualisation qui est sur le site Amphore, qui permet d'avoir un premier niveau d'information sur les chiffres clés par zone d'emploi. Je vous présenterai aussi un autre type de support où là, on est plutôt sur un aspect étude ou analyse avec un état des lieux socio-économiques des zones d'emploi de la région, donc la publication et sa synthèse. Et puis après, c'est Aurélie qui prendra la suite pour vous présenter Decidata, qui est plutôt une plateforme de données partagées, et les atlas de la formation initiale en région. Donc, je vais commencer par l'encap pro, donc, qui s'intitule Des clés pour comprendre mon territoire. Alors, juste pour vous préciser ce qu'est un encap pro. Alors, un encap pro, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, il y en a déjà un qui est sorti, qu'on a produit sur la FEST. Donc, l'idée, c'est de vous proposer des parcours scénarisés et composés de ressources asynchrones et dynamiques. Donc, ça peut être des vidéos, des podcasts, des infographies, des sketch notes. Et l'idée de ces encas pro, c'est qu'on peut les consulter quand on veut, où on veut et au rythme que l'on souhaite. Donc, je vais vous le présenter dans le détail. Nous, l'objectif de l'encas pro des clés pour comprendre mon territoire, c'est d'apporter de la méthode et des aides à l'interprétation pour analyser les territoires en région, toujours sur les champs emploi-formation. Voilà. Alors, l'encap pro que je vais vous présenter, il se structure de la façon suivante. En fait, il est composé de 3 modules. Le premier module, c'est celui qui est en ligne sur le site. Les autres vont arriver en fin d'année et l'année prochaine. Le premier module, il s'intitule Les territoires, de quoi parle-t-on? Et l'idée, c'est de revenir sur les différents zonages qui existent, ils sont nombreux. Donc, c'est d'éclaircir ces zonages en apportant de la définition et du cadrage. Et puis, apporter encore plus d'informations sur les zonages qu'on utilise le plus souvent pour le champ emploi, formation, orientation. Et puis, cet encap pro, il sera complété en fin d'année et l'année prochaine. Donc, le module 2, il traitera l'analyse du territoire du point de vue de la formation, de l'emploi et du marché du travail. On viendra sur les indicateurs à retenir, l'objectif de ces indicateurs, les sources de données, les limites. Et il y aura aussi des aides à l'interprétation et des exemples pour illustrer ces indicateurs. Et puis l'année prochaine, il y aura un dernier module, le module 3, où on traitera des thèmes plus périphériques, mais qui sont toujours utiles à l'analyse des territoires. Donc, ce sera les thèmes traités, ce sera la population active, le niveau de diplôme, les situations de précarité et l'économie. Donc là, je vais vous présenter le module 1 de cet encap pro qui va aller sur le site Amphore. Donc, il est disponible sur le site. Là, on est sur la page d'accueil. Donc, si vous descendez vers le bas, vous avez un bouton encap pro. Et vous pouvez y accéder ici. L'encap pro est ici. Juste rentrer un pseudo pour commencer. Donc, vous pouvez le passer en plein écran, ce sera plus lisible. Revenir au début de l'encap pro. Alors,
voilà, ça se présente sous cette forme. On a une première page d'accueil qui explique un peu l'objectif de cet encart pro sur les clés pour comprendre son territoire, des éléments de contexte, hein. Ensuite, il y a des aides, je vais passer rapidement dessus, des aides pour naviguer dans l'encart pro qui expliquent les différents boutons, les différentes façons de naviguer dans cette production. Voilà, donc comme je vous le disais, pour l'instant, on a le module 1 qui est en ligne, c'est le territoire de quoi parle-t-on? Et puis les deux autres modules suivront plus tard. Alors on va rentrer sur le module 1. Donc ce module 1, donc on est sur un objectif de définition, de cadrage et d'approfondissement sur les zonages qu'on utilise le plus. Donc il y a deux séquences. Une séquence sur les définitions, les cadrages des différents zonages, et puis une autre où on approfondit les zonages qu'on traite le plus souvent. Je vais vous présenter ces deux séquences dans le détail. Alors voilà, sur la première séquence, en fait, vous avez les définitions de nombreux zonages. Donc il y a deux supports possibles. On est plutôt sur une forme ici pour la région, le département, la zone d'emploi, le bassin d'emploi et le PCI, une forme sous les infographies. Et pour les autres territoires traités, qui sont ici, ce sont des podcasts. Donc, les territoires, les zonages qu'on a traités, donc on a la commune, l'arrondissement, les pays, les territoires d'industrie, les QPV, les zones de revitalisation rurale, les zones d'aide à finalité régionale, les parcs naturels régionaux et nationaux, les réseaux d'éducation et les bassins de vie. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer un exemple, donc l'exemple des zones d'emploi et des bassins d'emploi. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Donc, vous avez une carte de chacun des deux zonages. L'idée, c'est il y a souvent une confusion entre ces deux zonages, entre zone d'emploi et bassin d'emploi. Et l'idée, c'est de pouvoir éviter cette confusion. Donc, on a une première cartographie des zones d'emploi, une des bassins d'emploi ici. Et à droite, vous avez une infographie qui est téléchargeable en PDF. Je l'ai téléchargée ici. Et je vais vous l'afficher. Ah, voilà. Donc, l'idée, c'est on est sur un objectif de définition et de cadrage, c'est de donner les définitions de chaque territoire. Donc, les zones d'emploi, plutôt un zonage d'études basé sur les mobilités domicile-travail, les mobilités quotidiennes. Et puis, le bassin d'emploi qui correspond aux zones de compétences d'une ou plusieurs agences pour l'emploi. Donc, on est sur des zonages différents, hein. On a 21 zones d'emploi en région, on le voit ici. Et on a 29 bassins d'emploi. Juste pour vous montrer les grosses différences, enfin, c'est juste un exemple pour vous montrer ces différences. Si on prend la zone d'emploi de Besançon, donc elle englobe Gré, alors que si on est à l'échelle des bassins d'emploi, le bassin d'emploi de Gré est indépendant et la zone d'emploi, le bassin d'emploi de Besançon est limité au département du Doubs, partie du département du Doubs. Voilà, donc en fait, il y a souvent une confusion sur ce zonage et l'idée, c'était d'éclaircir ça. Voilà, je vais repasser en plein écran. Donc voilà, en fait, sur cette première séquence, on est sur ce modèle-là, donc des définitions et plutôt de la méthodo. Je vais revenir à la page d'accueil. Et sur la deuxième séquence, qui est ici, on approfondit certains zonages, des zonages que nous, on utilise le plus sur les champs emploi, formation, orientation. Donc l'échelle régionale, le département, le PCI, le bassin d'emploi et la zone d'emploi. Je vais vous montrer un exemple. On va rester sur la zone d'emploi. Là, vous avez toujours la carte pour rappeler sur quel zonage on est. Et puis, il y a une petite vidéo où là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans la définition et de donner des exemples d'utilisation de ce zonage dans des études. Je ne vais pas tout vous présenter. Voilà. Et du coup, ce module 1, il est construit de cette façon avec objectif de définition et de méthodologie. Du coup, ça, c'était donc un premier outil. Et maintenant, je vais passer à un autre outil. On est sur une logique différente, puisque l'idée, c'est de mettre à disposition des représentations, enfin une data visualisation avec des chiffres clés sur les zones d'emploi de la région. Donc, échelle zone d'emploi,
le maximum, et échelle départementale quand les données ne sont pas disponibles à la zone d'emploi. L'objectif de ces chiffres clés qui sont également à disposition sur le site d'emploi, c'est déjà à l'époque, c'était de connaître les nouvelles zones d'emploi qui ont été modifiées en 2020. Donc l'outil date de 2 ans, mais on fait à jour, enfin, on fait des mises à jour régulières chaque année. Le choix qui a été fait, c'est de représenter l'ensemble des zones d'emploi pour pouvoir inscrire son territoire dans un environnement plus large, donc pouvoir comparer sa zone d'emploi à d'autres territoires, à d'autres zones d'emploi, des zones d'emploi voisines ou des zones d'emploi comparables. Et puis aussi avoir toujours la référence régionale et nationale, toujours pour pouvoir comparer son territoire à un autre échelon. L'objectif aussi de ce travail-là, c'était pour nous, c'est de nous apporter des éléments de contexte à notre travail d'analyse sur les territoires. Et c'était aussi d'avoir un outil pour répondre plus rapidement aux commandes et aux demandes ponctuelles de nos commanditaires. Et le dernier objectif, c'est aussi de faciliter la préparation de nos actions de professionnalisation. On en réalisait il y a peu de temps sur connaître son territoire et il y en aura sûrement dans l'avenir. Donc, dans cette data visualisation, on a 9 thématiques. La population, donc on est sur le nombre d'habitants, l'évolution de la population, les projections de population. On a une thématique diplôme, où là on est sur le niveau de diplôme de la population et il y a un zoom spécifique sur les jeunes. Derrière le thème activité, on a les taux d'activité, les taux d'emploi, par sexe, par âge, et puis aussi des projections de population active. Ensuite, on a des thématiques orientées emploi, donc structure de l'emploi, évolution de l'emploi, que je vais vous présenter dans le détail. Des éléments sur les mobilités domicile-travail. Une thématique marché du travail, où on est sur les offres d'emploi, les demandeurs d'emploi, le taux de chômage, les indices de tension. Et puis les 2 dernières thématiques, donc une thématique précarité, avec le taux de pauvreté, les revenus disponibles sur le territoire. On a la question qui a été posée tout à l'heure sur les jeunes mis en études, mis en emploi. On a un indicateur et je reviendrai dessus pour vous expliquer ça. Et puis, une dernière thématique formation, où on est sur les effectifs en formation initiale par zone d'emploi et les sortants de formation continue sur financement conseil régional. Alors, donc sur la data visualisation, donc elle est disponible sur le site d'Amplor, donc dans la thématique territoire ici. Donc on retrouve les 9 thématiques que j'ai abordées. Là, ici, vous avez un bouton qui permet d'avoir accès au tableau de bord dans son intégralité, donc toutes les thématiques. Et sinon, au-dessus, vous pouvez accéder thème par thème. Donc là, je vais vous présenter, pour vous montrer un peu comment fonctionne cette data visualisation, la thématique structure de l'emploi, ici. Donc quand vous cliquez sur le bouton, en fait, il y a l'accordéon se déplie et du coup, vous avez accès à un premier indicateur. Donc c'est simplement un indicateur pour expliquer, en fait, pour illustrer ce qu'il peut y avoir dans ce tableau de bord. Et si vous descendez un petit peu, vous avez un autre bouton qui permet d'accéder au tableau de bord sur la structure de l'emploi dans son ensemble. Donc, sur la structure de l'emploi, alors, quand vous êtes sur cet outil, je vous conseille de passer en plein écran, facile. Et vous avez toute une série d'indicateurs sur la structure de l'emploi en région. Donc, il y a une première diapo où on est plutôt sur les éléments de cadrage, de définition et de précaution. Et puis après, vous avez accès à différents indicateurs. Donc, par exemple, ici, on a réparti les actifs en emploi par zone d'emploi. Donc, si on s'intéresse à la zone de Vesoul, dans la zone d'emploi de Vesoul, on a à peu près 46 000 emplois, ce qui représente 4% de l'emploi régional. Ça, c'est plutôt pour l'introduction, en fait. Et puis, vous avez d'autres indicateurs comme la répartition des actifs par âge ici, avec la possibilité d'ajouter les territoires qui vous intéressent. Donc, en fait, encore une fois, on est sur l'entrée zone d'emploi. Donc là, si j'ajoute Vesoul, on a une ligne Vesoul qui s'ajoute.
Et on arrive assez rapidement à positionner Vesoul par rapport à la région ou au niveau national. Donc là, par exemple, ici, plus de seniors en emploi en proportion à Vesoul qu'ailleurs. Et vous avez la possibilité aussi d'ajouter le nombre de zones d'emploi que vous souhaitez. Par exemple, si on ajoute Besançon, la particularité de Besançon, c'est que on aura un peu plus de jeunes. Enfin, voilà, ça permet aussi de pouvoir s'inscrire dans un environnement plus large. Alors, les autres indicateurs disponibles, on a les actifs en emploi par secteur d'activité, ici au-dessus. Donc, l'idée, là, c'est de répartir les emplois par secteur. Donc, avec une entrée grand secteur d'activité au-dessus, donc agriculture, industrie, construction, tertiaire non marchand et tertiaire marchand. Alors, on est là sur une source recensement de l'INSEE 2019. En fait, le recensement, c'est un sondage de 5 ans, donc ça couvre la période 2017-2021. Donc, c'est un peu moins ancien que ça me paraît, puisqu'une partie des personnes sont sondées en 2021. Et on fait le choix d'utiliser cette source parce qu'elle permet d'avoir des données sur l'emploi global. Donc, emploi public, privé, salarié, non salarié. Et donc, on est plutôt sur une logique structurelle ici. Donc, on est sur la même logique. Donc, on a toujours la référence régionale et nationale. Et puis ensuite, on peut ajouter les territoires qui nous intéressent. Donc là, j'ai ajouté Vesoul. La particularité de Vesoul, on le voit ici, c'est plus d'industrie qu'ailleurs, plus d'agriculture et aussi plus de tertiaire non marchand, notamment d'emploi public avec le statut de préfecture. Et puis, on a d'autres indicateurs, comme par exemple les spécificités sectorielles des zones d'emploi. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de montrer les secteurs qui sont plus représentés dans la zone d'emploi qu'en moyenne régionale. Si on reste sur l'exemple de Vesoul, tous les secteurs qui apparaissent en rouge sont des secteurs qui sont plus représentés qu'en région. Donc là, la fabrication de matériel de transport avec la filière automobile et Stellantis, PSA à Vesoul. Et donc, vous avez tous les secteurs qui sont plus présents dans la zone d'emploi qu'en moyenne, en rouge, et inversement, ceux qui sont moins présents en dessous. Donc, ça permet un peu de connaître la structure de l'emploi de son territoire. On peut peut-être montrer l'exemple du Creusot ou de Mâcon, dans la mesure où on a des personnes. Ouais. Alors, Et puis également éventuellement de Saint-Claude pour la DTPP du Jura. Enfin, on va être sud Jura. donc là, j'ai affiché le Creusot. Et Nevers également. Ouais. Donc voilà, si on prend l'exemple du Creusot, on s'aperçoit que parmi les territoires qui sont affichés ici, on est parmi les territoires les plus industriels. C'est assez net. Autre possibilité sur ce tableau de bord, c'est pouvoir classer, en fait, pas de trier par ordre décroissant ou croissant. Donc là, si je trie sur l'industrie, on voit assez nettement les territoires les plus industriels qui apparaissent au-dessus du tableau. Et puis sur les spécificités sectorielles, tu m'avais dit comme exemple. Donc Mâcon, par exemple, Mâcon. on peut regarder. On peut regarder beaucoup. Sachant que sur cette spécificité sectorielle, là, pour le coup, dans la mesure où vous avez un tableau par zone d'emploi, il va falloir vraiment sélectionner zone d'emploi par zone d'emploi. Donc voilà ce qui ressort sur la zone d'emploi de Mâcon. Alors, on a quand même à chaque fois laissé le nombre d'emplois à côté pour pouvoir relativiser la spécificité, mais là, on retrouve les industries agroalimentaires, notamment à travers la filière viticole sur ce territoire-là. L'agriculture aussi, là, c'est aussi lié à la viticulture qui est plus présente qu'ailleurs. Et après, vous avez l'ensemble des secteurs qui sont surreprésentés sur ce territoire-là, et puis inversement, ceux qui sont sous-représentés en vert. Après, on a différents indicateurs. Je ne vais pas revenir dans le détail de chacun, mais on a par exemple la répartition des actifs en emploi, toujours par secteur, mais aussi par sexe et par temps de travail. Voilà, ça va un petit peu. Donc, vous avez des informations. On est quasiment sur la même logique sur toutes les pages. Hein.
C'est-à-dire que là, on est sur la répartition des emplois par sexe et par secteur. Donc, en orange, les femmes, en bleu foncé, les hommes. Donc, ça permet de voir les secteurs, enfin, la mixité des emplois dans les secteurs d'activité ici. Je vais reprendre l'exemple de Macron ici. Ou alors changer, prendre peut-être Nevers. Voilà Nevers. Donc, on voit assez rapidement la plus forte proportion de femmes dans le tertiaire non marchand. Donc, derrière, on a tout l'emploi public, l'enseignement, la santé, l'action sociale. On voit que le secteur industriel reste encore très masculin, la construction aussi, l'agriculture aussi. Et puis, on a des éléments aussi sur le temps de travail. Donc, là, globalement, dans la zone d'emploi de Nevers, on a 16% des personnes qui travaillent à temps partiel. Et si on regarde uniquement ce qui se passe pour les femmes sur ce territoire, cette proportion, elle monte à 25% quasiment. Alors que pour les hommes, on est à 8%. Donc voilà, sur chaque page, vous pouvez jouer sur les filtres qui sont plutôt localisés, enfin, situés à droite de l'écran. On a d'autres indicateurs aussi sur la répartition par âge. Là, toujours par secteur d'activité. Donc là, ça permet aussi d'avoir notamment une idée de la proportion de seniors par secteur d'activité dans les territoires. Donc ça donne des indices sur les futurs départs à la retraite et aussi les problématiques de maintien en emploi des seniors, pourquoi pas. Si on regarde ce qui se passe à Lons-le-Saunier, voilà, on voit tout de suite qu'on a une forte proportion de seniors dans l'agriculture, mais aussi dans le tertiaire non marchand. Donc voilà, ça permet d'anticiper en partie, d'avoir du moins une première information sur la part de seniors. Et inversement, on a aussi une idée des secteurs d'activité où travaillent les jeunes. Donc, ça peut donner ce type d'information. On a également des données sur le contrat de travail, donc la répartition des actifs en emploi selon leur contrat de travail. Je vais vous montrer un exemple qui est assez parlant avec Montbéliard et le poids de la filière automobile. On voit tout de suite l'intérim qui ressort du fait de la filière automobile. Type d'information. Et puis après, on a 3 autres onglets qui sont plutôt dédiés aux catégories socio-professionnelles et aux familles de métiers. Donc, ça permet de s'intéresser au niveau de qualification des emplois sur le territoire. Je vais prendre l'exemple du Creusot ici. Donc, on a la répartition de l'emploi par catégorie socio-professionnelle. Donc, on voit qu'au Creusot, on a une proportion plus forte qu'ailleurs d'ouvriers du fait du caractère industriel du territoire. Mais on a aussi des CSP élevés qui sont dans la moyenne. Encore une fois, ça peut être lié à l'ingénierie dans l'industrie. Voilà, il y a la possibilité aussi d'afficher d'autres territoires. Qu'est-ce qui pourrait contraster? Je pense que Dijon, on aura une forte part de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Oui, voilà, on est à 18%. Donc, on voit un peu les différences de niveau de qualification sur les territoires. Et dans le tableau en dessous, vous avez le détail, un niveau de nomenclature plus fin. Du coup, vous pourrez regarder quel type d'ouvrier on retrouve sur le territoire. Donc, au Creusot-Monceau, on a toujours la possibilité de trier ici. Ce sont les ouvriers qualifiés de l'industrie qui seront les plus présents, devant les ouvriers non qualifiés, et ensuite l'artisanat. Voilà, sur cet onglet-là. On a aussi des informations. On a fait un zoom spécifique sur les moins de 30 ans et aussi en combinant, enfin, en faisant une répartition, donc toujours par CSP et par sexe. Donc l'idée, c'est aussi encore une fois de mesurer la mixité dans les emplois. Là, si on prend l'exemple de Nevers, donc on voit que parmi les hommes, la moitié, des jeunes, des moins de 30 ans, la moitié, un peu plus de la moitié occupe un poste d'ouvrier, alors que les femmes, on est à 9%. La grosse caractéristique pour les femmes, ça va être un fort positionnement sur le PCS d'employés ou de profession intermédiaire. Donc, ça permet encore une fois de mesurer la mixité des emplois. Et puis, dans le tableau du dessous, vous avez un niveau de nomenclature plus fin, si vous souhaitez des données plus précises en termes de catégories socio-professionnelles.
Juste sur l'évolution de l'emploi, donc là, ce que je vais vous présenter, on était plus sur la structure. Et là, sur l'évolution de l'emploi, on va plutôt avoir une vision conjoncturelle avec l'évolution de l'emploi salarié privé récemment, avec une longue période entre fin 2006 et fin 2021, et une période plus récente entre fin 2019 et fin 2021 pour mesurer l'effet Covid. Et en juin, on aura une mise à jour à fin 2022. Et là, du coup, je vais plutôt revenir sur la question sur les NEET ou les jeunes ni en études ni en emploi. C'est ça. Donc, on a cet indicateur, il est dans l'onglet précarité, ici. Donc, je vais ouvrir le tableau de bord précarité globalement. Alors, je vous remercie, je viens de la trouver, mais alors pareil, donc du coup, moi j'ai les NEET sur Besançon, mais j'ai pas les NEET sur Grès. Donc comment l'État, d'où sortent les chiffres de l'État, quoi? Je veux dire, Je vais vous expliquer. un Parce que normalement, alors je sais pas, il y a des problèmes souvent de terminologie. En fait, les NEET, c'est lié à un calcul fait au niveau, qui permet de calculer à l'échelle européenne. Et il me semble que les NEET, l'échelle la plus fine, c'est le département. Et après, quand on passe sur des zonages comme votre bassin, je crois qu'on passe sur Inactif les jeunes inactifs et au chômage. et au chômage. C'est une addition des deux qu'on rapporte à la population de jeunes. C'est peut-être plus clair. Là, c'est vrai que nous, la difficulté là sur ce que je vous présente, c'est qu'encore une fois, Grès est aggloméré à Besançon puisqu'on est sur une échelle zone d'emploi. Mais il me semble que sur les fichiers mis à disposition de l'INSEE, vous pouvez reconstituer votre bassin. En fait, vous avez dans ce fichier de l'INSEE, vous avez la situation de tous les jeunes. Vous avez le nombre de jeunes en emploi, le nombre de jeunes en études, le nombre de jeunes inactifs, le nombre de jeunes chômeurs, et puis il doit y avoir les jeunes au foyer et les autres inactifs. Et en fait, pour mesurer cette part de jeunes mis en études, mis en emploi, des fois on les appelle aussi les GIC, c'est les jeunes inactifs et chômeurs. En fait, c'est une addition des inactifs et des chômeurs qui est rapportée à la population de jeunes, quoi. Après, vous les indicateurs que vous avez, c'est sur les moins de 25 ans ou les moins de 30? Nous, mission locale, c'est moins de 26, donc 25 ans révolus, mais les 25 ans sont compris dedans. Ok. C'est 16-25. Et donc, ce calcul il est possible avec les fichiers du recensement. Par contre, encore une fois, il me semble que vous l'avez évoqué, on est sur du recensement. Enfin là, celui qui est accessible en ce moment, le plus récent, c'est le 2019. Donc, il paraît ancien, mais il couvre la période 2017-2021. Et en juin, il y a le RP, le recensement 2020 qui sortira. Donc, vous serez sur des données 2018-2022. Il me semble que c'est la seule source qui permet de construire cet indicateur sur les jeunes ni en études ni en emploi. Si je reste juste rapidement sur la thématique précarité, on va avoir des informations sur le revenu disponible par zone d'emploi. Toujours à cette même échelle, sachant que, voilà, juste pour faire rapide, on voit assez nettement l'impact du travail frontalier et puis les territoires où on a les niveaux de qualification les plus élevés. Donc, Dijon, Besançon, et puis on a aussi le phénomène viticulture avec des revenus générés importants. Donc, ça permet un peu d'évaluer un peu ces revenus par zone d'emploi. On a aussi des éléments sur le taux de pauvreté, avec un contraste assez net entre l'ouest de la région, en incluant le nord ici de l'Aix-Franche-Comté. Donc plus de situations de précarité ici, notamment dans les territoires ruraux. On a aussi des éléments qui permettent de mesurer les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres sur les territoires. Donc là, on voit les forts contrastes sur les territoires frontaliers. Là, ça pose des problèmes en termes de cohésion sociale sur les territoires. Et
puis, on a aussi des indicateurs sur la population en quartier politique de la ville, donc la proportion de population en QPV par zone d'emploi, et aussi la proportion de population en zone de revitalisation rurale. Et on retrouve le caractère rural et les situations de précarité plus marquées à l'ouest de la ville. Voilà pour cette data visualisation. Alors, vous avez accès, comme je vous l'ai dit précédemment, à un peu cette même structure de données, donc pour les 9 thématiques que j'avais présentées juste avant. Oui, donc du coup, là, on passe sur une autre sorte de production. Là, on va être plus sur une étude et plus sur de l'analyse. Donc, je vais vous présenter un état des lieux socio-économiques de la région et de ses zones d'emploi. Donc, cet état des lieux, en fait, il a été réalisé dans le cadre du CPRD-FOP, c'est le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Donc, c'est une stratégie régionale sur la période 2023-2028 de la région, de l'État et des partenaires sociaux en matière d'orientation et de formation professionnelle. Et l'objectif de cet état des lieux qu'on a produit, c'était d'identifier les forces et les fragilités de la région et de ses 21 zones d'emploi. Alors, on s'est essentiellement basé sur de l'analyse de données portant sur la démographie, l'emploi, le niveau de diplôme de la population, le marché du travail ou encore les conditions de vie. Donc, on s'est majoritairement servi de la data visualisation que je vous ai présentée juste avant. Et puis, on a ajouté des compléments avec de l'analyse documentaire et puis aussi de la contribution de partenaires qui étaient associés au travail en amont. Je vais vous montrer cette étude. Voilà, donc elle est sur le site Amphore, hein. On est toujours dans la thématique territoire. Elle est en bas ici. Donc là, c'est l'étude complète. Voilà. Donc elle se télécharge, hein, c'est un document PDF. Voilà. Ici. Je ne vais pas vous la présenter dans son intégralité parce qu'elle est longue et puis je vous présenterai plutôt sa synthèse après. Juste revenir sur le sommaire pour vous montrer un peu comment l'analyse est organisée. Donc, l'idée, c'était de réaliser une analyse régionale, donc présenter des données qui caractérisent la région et puis revenir aussi sur la situation des zones d'emploi de la région. Donc, sur les thèmes qu'on traite habituellement, hein, population, diplôme, population active, emploi, mobilité géographique, demande d'emploi et recrutement et conditions de vie. Et en fait, ça se présentait de cette façon-là. Donc, là, c'est l'exemple de la population. Donc, on décrit la situation de la région et puis après, on montre les particularités des zones d'emploi pour avoir une vision un peu plus fine du territoire. Ça se présente comme ça pour toutes les thématiques, sachant que vous avez aussi en annexe une analyse pour chacune des zones d'emploi en identifiant les forces et les fragilités des zones d'emploi. Donc là, on va reprendre peut-être l'exemple avec Creusot, juste pour vous montrer comment c'est structuré. Donc, vous aurez la même chose pour chacune des zones d'emploi de la région. Donc, une analyse à une petite synthèse au départ. Et en dessous, vous avez les forces fragilités. En fait, c'est différents constats qui permettent de construire la synthèse qui est au-dessus. Les forces fragilités ici, et vous avez ce type de document de synthèse pour toutes les zones d'emploi. Je vais vous présenter une dernière publication. Voilà. Donc, suite à cet état des lieux, on a réalisé une synthèse de l'ensemble de ce travail. C'est plutôt ça que je vais vous présenter dans le détail. Donc, on est toujours dans le cadre du CPRD-FOP 2023-2028. Et l'objectif, c'était de synthétiser l'ensemble des informations de l'état des lieux complet. Donc, cette synthèse, elle est aussi
accessible sur le site Emport, toujours dans la partie territoire. En bas, voilà, ici, la synthèse. De la même façon, c'est un PDF téléchargeable. Et donc, la synthèse, la voilà. Donc, vous avez des éléments de contexte sur CPRDFOP, si on veut aller plus loin sur des ressources un peu plus complètes. Et puis, vous avez une rapide synthèse pour chacune, enfin, pour la région globalement, et pour chacune des 21 zones d'emploi de la région. Prendre l'exemple de Lons-le-Saunier. Donc voilà, en fait, chaque synthèse sera construite un peu de la manière suivante. Donc, on a des éléments de contexte assez rapides. Hein. Pour l'exemple de Lons, on est sur un territoire rural. On rappelle un peu le poids de la zone d'emploi au niveau régional. Donc, la zone d'emploi de Lons, c'est 6% de la population et 6% de l'emploi régional. On rappelle aussi qu'on est sur un grand territoire avec, voilà, dans la zone d'emploi de Lons, on a Lons-le-Saunier, on a Louhans, Arbois, Salins, Champagnole, Poligny, Saint-Amour. Donc, il y a beaucoup de particularités locales. Et c'est ce que je vous disais précédemment, les zones d'emploi, on est souvent sur des grands zonages. Et quand on a l'information, on essaye d'affiner pour présenter les particularités au sein de la zone d'emploi. Donc voilà, après l'idée, c'était de présenter les forces et les fragilités de chaque territoire. Donc, du côté des forces, pour Lons-le-Saunier, on a le tissu économique diversifié, avec, donc, qui permet de mieux résister aux crises économiques, hein, avec les savoir-faire industriels et aussi agricoles, mais aussi un emploi public présent avec le statut de préfecture, et puis aussi les atouts touristiques du territoire, et également le fait que Lons soit relativement éloigné des métropoles de la région. Du coup, il y a un développement local de services à la population. Là, c'est ce type d'informations qu'on remonte. On s'intéresse aussi plutôt aux fragilités du territoire. Donc, par exemple, pour Lons, on est sur un territoire qui vieillit. Donc, il y a un fort enjeu d'accompagnement de la dépendance et puis aussi de maintien en emploi des seniors. Et puis, on essaye, quand on a l'information, encore une fois, d'affiner. Pour l'exemple de Lons, on note l'attractivité de la Suisse à l'est du territoire, l'attractivité aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes au sud, et puis l'attractivité de Chalon-sur-Saône pour la partie autour de Louhans et de la Bresse. Alors donc, vous avez ce type de synthèse pour chacune des 21 zones d'emploi de la région, et aussi une synthèse régionale. Ce document, il est tout récent. Il doit trouver le diaporama. Ouais. Donc voilà, en fait, ces deux dernières publications, c'est un peu le résultat de l'analyse basée sur les chiffres que je vous ai présentés juste avant. C'est la parole à Aurélie pour la suite, sauf si vous avez des questions. Alors, sur la présentation de Decidata, ce qu'il faut comprendre dans cet outil, c'est que c'est une plateforme de données partagée entre différentes thématiques. Et cet outil est géré par l'État. Ah oui, pardon, on peut passer à la diapo suivante. C'est une plateforme de données partagée donc, pour l'observation et la décision sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est développée, animée, donc je disais, par l'État, la région, l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté et Amphore. Et vous allez découvrir la présentation à travers une petite vidéo que je vais vous partager. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir des informations expertisées sur les territoires, l'emploi, la formation, sous forme de tableaux de bord, de rapports, de cartes.
Et vous avez plusieurs thématiques, là encore 9 thématiques, donc on est sur un nombre de 9, tout comme la data visualisation. Il s'agit de données sur les territoires, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisque on est dans le webinaire connaître les ressources pour connaître les territoires. Il y a également une entrée sur les entreprises, sur les secteurs d'activité, sur la formation, on vous présentera également le commerce extérieur, pardon, la filière, la sous-traitance, la reprise-transmission, les zones de chalandise et l'activité commerciale. Alors, donc pour accéder à l'outil Decidata, toujours sur le site d'Amphore, dans l'onglet Territoire, si vous scrollez vers le bas, vous aurez ici accès à cette plateforme de données partagées qui s'intitule Decidata. Et je vous propose une petite vidéo que je couperai en milieu pour éviter de passer trop de temps dessus. Decidata, c'est la plateforme de données partagées pour l'observation et Pardon, j'ai un petit problème là encore. la décision en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais remettre le début. Voilà. Decidata, c'est la plateforme de données partagées pour l'observation et la décision en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les domaines de l'économie, de l'emploi et de la formation. Elle permet par exemple d'obtenir des informations expertisées sur les territoires ou les entreprises, sous forme de tableaux de bord, de cartes ou de rapports. Decidata est notamment destiné aux décideurs et techniciens des services publics, des branches et des organisations professionnelles, des acteurs de l'emploi. Bon, écoutez, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Donc, pour accéder à la plateforme, juste, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que, a priori, dans les participants, peu de personnes utilisaient Decidata. Ce que j'aimerais savoir avant de commencer, c'est est-ce que certains d'entre vous ont déjà demandé un accès à cette plateforme, puisque un certain nombre d'indicateurs sont disponibles sans se loguer, si vous voulez, mais plusieurs accès sont disponibles quand on est logué et selon l'appartenance à votre structure, vous pouvez avoir accès à plus ou moins d'informations. Voilà, donc j'aimerais savoir, avant de commencer, si certains, n'hésitez pas à lever la main hein, pour me dire si vous avez ou non un accès. A priori, personne n'a d'accès du coup à Decidata, j'en déduis. D'accord. Alors, pour accéder à Decidata, donc il vous suffit de vous connecter et vous avez la possibilité, je vais vous montrer en me déconnectant, vous avez ici l'onglet « Pas encore inscrit ». Et en cliquant là-dessus, sur ce lien, vous pouvez demander à accéder à la plateforme en remplissant votre nom, votre prénom, l'organisme, la structure. Et si par exemple, tout à l'heure, il me semble qu'on avait donc l'agglomération de Nevers, donc elle peut avoir accès. On a les filières professionnelles, les branches professionnelles, bien évidemment les missions locales, Pôle emploi, la DSPP du Jura. Tout le monde, le CNAM en tant qu'organisme de formation. Donc, tout le monde peut, parmi les personnes présentes, avoir accès à Decidata. Donc, n'hésitez pas à demander l'ouverture d'un compte car cela débloquera l'accès à de plus amples indicateurs. Donc, quand vous êtes sur Decidata, les deux entrées qui vont nous intéresser ici sont territoire et formation. Et que vous voyez que lorsque je ne suis pas loguée, j'ai quand même accès à territoire et à formation. Je vais me connecter quand même pour avoir éventuellement d'autres indicateurs. Donc, dans cette entrée territoire, le principe de Decidata, c'est de pouvoir disposer de données à une échelle territoriale diversifiée allant de la région à la commune. Donc, pour nos auditeurs qui s'intéressaient sur éventuellement des bassins d'emploi ou un maillage à l'échelle de l'EPCI, vous avez la possibilité ici de venir sélectionner la région, le département, l'arrondissement, l'EPCI, la commune,
le pays, l'échelon SCOT, le zone d'emploi. D'accord? Et vous avez différentes catégories, synthèse, économie, entreprise, emploi, chômage, etc. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans la mesure où on présente les territoires à travers l'entrée emploi-formation, c'est cet onglet numéro 4, emploi et chômage, dans lequel vous allez avoir 6 sous-thématiques. La 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, sachant que la 4.6 est accessible uniquement si vous êtes logué. Donc, je vais balayer rapidement la 4.1 jusqu'à la 4.4, puisque nous allons rentrer dans le détail plutôt des focus par emploi, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dans ce premier onglet 4.1, poids de l'emploi, l'idée, c'est de vous présenter le nombre de salariés des secteurs publics et privés à une échelle territoriale donc plus fine que la région. Mais attention, la source, c'est le recensement de la population, hein, donc le recensement de l'INSEE en 2019, comme le disait Nicolas, qui couvre la période 2017-2021. Mais attention, puisque si vous descendez à un maillage territorial fin, tous les volumes en dessous de 200 sont à prendre avec beaucoup de précautions. Vous retrouverez les sources ici en bas de l'onglet. Ensuite, sur le 4.2, poids de l'emploi, selon l'URSSAF, vous allez avoir des éléments sur le nombre d'établissements et le nombre de salariés du secteur privé en 2021, avec une évolution. Ici, sur les caractéristiques de l'emploi, on est sur le poids de l'emploi par sphère productive et présentielle, tout un travail qui avait été mené avec l'Agence économique régionale, me semble-t-il, Nicolas. Et un onglet 4.4 sur le chômage au sens du recensement, le taux de chômage au sens du BIT, des éléments sur les demandeurs d'emploi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces onglets, puisque ce qui va nous intéresser plus précisément aujourd'hui, c'est le focus sur les emplois par zone d'emploi, avec de nombreuses données sur les actifs en emploi par zone d'emploi, ici, avec donc des éléments. Si je prends par exemple, on va regarder par exemple la zone d'emploi de Mâcon. On a des personnes de Mâcon avec nous. Donc ici, il faut sélectionner la zone d'emploi et il faut absolument cliquer sur actualiser pour actualiser les données. Quand vous sélectionnez votre territoire, si vous ne cliquez pas sur actualiser, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ici, vous avez une répartition des emplois par zone d'emploi sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, on rentre dans le détail de la zone d'emploi sélectionnée, ici Mâcon, avec une répartition des emplois par sexe, avec là une totale parité entre les hommes et les femmes. Une répartition des emplois par âge avec la part des 55 ans et plus, des 30-54 ans, des 24-29 ans et des moins de 25 ans. La répartition des emplois par niveau de diplôme et également par niveau de diplôme parmi les moins de 30 ans pour avoir un focus plutôt sur les jeunes actifs, ceux qui sont entrés sur le marché du travail plus récemment. Oui, vas-y. Juste, le type d'information que vous aurez dans l'encapro, c'est que là, quand on parle du niveau de diplôme au sens du recensement, c'est le diplôme le plus élevé obtenu. Et du coup, ça a plus de sens chez les jeunes. C'est pour ça qu'on fait un focus sur les jeunes. Parce qu'en fait, cet indicateur-là, il ne prend pas en compte l'expérience professionnelle et la formation continue. Donc ça, c'est le type de précision que vous aurez dans l'encapro en fin d'année sur les différents indicateurs. Très bien. Effectivement, le type d'indicateur, l'interprétation des indicateurs est intéressant pour mieux appréhender les territoires. Ici, vous avez par exemple une répartition des emplois selon le statut professionnel, les non-salariés et les salariés. Là encore, Nicolas expliquait que la source qu'on a pris pour ces indicateurs-là, c'était le recensement de la population. Alors certes, c'est un échantillonnage sur 5 ans, mais l'avantage, c'est qu'il permet d'avoir justement tous les types d'emplois, salariés, non salariés, emploi public, emploi privé. Il y a également une répartition des emplois selon le temps de travail. Ici, on retrouve 18%
des personnes qui travaillent à temps partiel, sachant que vous avez vu dans la data visualisation, on peut également avoir une information plus fine avec la part des femmes qui travaillent à temps partiel et la part des hommes qui travaillent à temps partiel. Ah ben, l'information, oh là là, c'est vrai que on voulait rentrer dans le détail. Donc, 9% des actifs en emploi dans la zone d'emploi de Mâcon chez les hommes travaillent à temps partiel, alors qu'elles sont, les femmes, 28% travaillent à temps partiel dans la zone d'emploi de Mâcon. Vous avez également des éléments sur la répartition des emplois selon le contrat de travail. On voit que là, très majoritairement, à plus de 70%, on l'a. Alors, vous voyez que quand vous passez votre souris sur les différentes barres, une petite infobulle s'affiche avec l'indication du pourcentage précis. Donc ici, 8,5% d'autres contrats à durée limitée ou de CDD. Et pour l'emploi sans limite de durée, c'est 73,5%. Une répartition également des emplois par secteur d'activité, avec les 5 grands secteurs d'activité, agriculture, sylviculture, pêche, l'industrie, la construction, le tertiaire marchand, ce qui est commerce, transport et autres services divers, et plus le tertiaire non marchand, l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale. Vous avez également la répartition des emplois selon la catégorie socio-professionnelle, avec tout à l'heure donc une répartition par PCS, notamment des ouvriers, des employés, des artisans, des agriculteurs. Et là, ici, des choses plus précises selon les secteurs d'activité, avec la part des emplois selon la PCS, avec également le nombre d'emplois total, avec une entrée par secteur d'activité en 38 secteurs d'activité et non dans les 5 grands secteurs d'activité. Donc là, on rentre plus dans le détail. Ici, on va rentrer dans le détail également des catégories socio-professionnelles en 18 postes. Là, on va pouvoir mixer catégories socio-professionnelles en 18 postes et les 38 secteurs d'activité. Donc, vous voyez qu'on a de plus en plus de détails. Là encore, on vient dans le détail en proposant également 29 catégories socio-professionnelles et vous allez voir qu'on va arriver ensuite à toutes les familles professionnelles ici. Ah non, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'on était sur, pas du tout, je m'égare. On est sur donc 29 catégories socio-professionnelles ici. Et ensuite, plus bas, on va avoir encore un croisement, un secteur d'activité, famille professionnelle, secteur d'activité, pardon, profession et catégories socio-professionnelles avec les cadres, les professions intermédiaires, les cadres administratifs. Et ensuite, on vous propose carrément une entrée par famille professionnelle et secteur d'activité, avec donc 87 familles professionnelles que vous allez retrouver ici. Alors, là, l'idée de cet outil, ce n'est pas de visualiser forcément tout, c'est aussi de pouvoir extraire toutes les données et de pouvoir faire vos calculs. Donc, vous avez en dessous de chaque tableau, si je prends ici par exemple la répartition des emplois par secteur d'activité et par famille professionnelle, quand vous allez en bas du tableau, vous avez la possibilité d'exporter en CSV toutes les données. Je vous montre, donc j'ai exporté en CSV, j'ouvre le fichier et vous avez un petit tableau Excel qui s'ouvre. Donc là, j'ai fait l'import directement dans Excel. J'aurais dû importer les données en CSV avec donc le nombre. Ah, pardon. Alors, vous voyez, j'ai fait la mauvaise manipulation. Je remontre tout de suite. Vous voyez ici, on a la répartition donc, des emplois. Il est écrit afficher 10 éléments. Si vous voulez l'ensemble du tableau, il faut bien cliquer sur afficher tous les éléments. Là, vous aurez bien toutes les familles professionnelles. Et ici, ensuite, vous pourrez exporter les données.
Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, vous avez bien les 87 familles de métiers présentes ici. Le nombre total d'emplois sur la zone concernée, sur la zone concernée, avec la répartition de ces emplois dans les différents secteurs d'activité, dans les 38 secteurs d'activité qu'on a vus tout à l'heure. Enfin, voilà, en part. Et là, ici, on a des éléments intéressants de synthèse des secteurs d'activité sur la zone d'emploi sélectionnée, avec globalement, dans la zone d'emploi, le volume d'emploi dans le secteur d'activité, par exemple agricole, la part des femmes, la part des non-salariés, la part des emplois sans limite de durée, la part des 55 ans et plus, et la part des contrats à temps partiel. Ce qui est intéressant, ce qui donne une idée assez rapide du secteur d'activité sur le territoire recherché, sur ces indicateurs-là. Et là, ensuite, pour ceux qui cherchent vraiment des informations encore plus précises sur une entrée secteur d'activité précis sur un territoire, vous avez le même tableau que ci-dessus, mais en 88 secteurs d'activité. Donc là encore, par exemple, si je prends dans la zone d'emploi de Mâcon, Nicolas, on avait beaucoup d'industries agroalimentaires, me semble-t-il. Et si on regarde, par exemple, plus spécifiquement l'industrie alimentaire plutôt que la fabrication de boissons ou de textiles, puisqu'on va avoir les entreprises Dona, etc., sur la zone d'emploi de Mâcon, on a 1896 emplois dans ce secteur, dans cette zone d'emploi, avec 47% de femmes, 5,54% de non-salariés, 84% des emplois qui sont en CDI ou en emploi sans limite de durée. On a une part de 55 ans et plus relativement faible, puisqu'on a 10,85%, près de 11%, et un petit peu moins de 9% de temps partiel. Donc, c'est vraiment très, très riche pour aller chercher de l'information. Donc, n'oubliez pas, afficher tous les éléments pour avoir vraiment tout avant d'exporter et d'ouvrir ensuite en CSV. Donc, voilà pour ce focus 4.5. Vous avez également accès à un focus 4.6 uniquement si vous êtes logué. Sur le focus 4.6, l'idée, c'est d'identifier des mobilités dans les territoires, comprendre l'influence des mobilités au regard du sexe, du niveau de diplôme ou encore de la PCS. Il faut vraiment prendre le temps quand même des aides à la lecture sur la question des sédentaires, donc ce sont les actifs qui travaillent et qui résident dans la même zone d'emploi. J'habite dans la zone d'emploi de Besançon et je travaille dans la zone d'emploi de Besançon. Les sortants, c'est les actifs qui résident dans une zone d'emploi mais qui travaillent à l'extérieur. Je réside dans la zone d'emploi de Besançon et je vais travailler dans la zone d'emploi de Pontarlier. Et au contraire, les entrants, ce sont les actifs qui travaillent dans une zone d'emploi sélectionnée mais qui résident dans une autre zone d'emploi. Je vais travailler sur la zone d'emploi de Besançon, mais j'habite dans la zone d'emploi de Mâcon. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail dans la mesure où il est déjà 45 si on veut présenter les autres outils. Donc, ce qu'il faut retenir sur cet outil, c'est que toutes les données sont téléchargeables en .cvs. Vous allez aussi bientôt, pas dans cette version-là, mais si par exemple je prends le poids de l'INSEE sur la... Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, l'outil, il va évoluer à l'automne. Il va y avoir toute une modification de l'interface utilisateur. L'idée, c'est que vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit sur les indicateurs emploi-chômage. Les données, elles seront agencées de façon identique, mais les filtres seront modifiés. Donc voilà, normalement, l'idée, c'est d'avoir un environnement Internet encore plus facile pour vous. Donc normalement, vous allez réussir à retrouver ces informations-là. J'essaierai tout à l'heure, quand Decidata sera
sera plus disposé à faire l'export Word. Autre entrée, hein, on avait dit territoire sur l'onglet formation, territoire sur les données emploi. Et ce qui nous intéresse également, c'est l'entrée formation. Le principe de l'outil reste le même. Vous avez la possibilité d'aller descendre à l'échelle de plus en plus fine. Donc ici, vous avez l'enseignement primaire et secondaire, la formation initiale principale et technologique, la formation initiale professionnelle technologique, et la formation continue. Donc je vais prendre par exemple l'exemple de la formation continue avec les demandeurs d'emploi qui sont sortis d'une formation financée par la région. Vous avez la possibilité là, de descendre à l'échelle de la zone d'emploi au niveau le plus fin possible. Si je prends par exemple la zone d'emploi de Beaune, on a 309 sortants, 309 demandeurs d'emploi qui sont sortis de formation, qui résidaient dans la zone d'emploi de Beaune et qui ont bénéficié d'une formation financée par la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une ventilation par sexe, une répartition là, par tranche d'âge, une répartition par tranche d'âge et par sexe, une répartition des sortants selon leur ancienneté d'inscription à Pôle emploi, par type de formation, s'ils ont suivi des formations en amont de la qualification ou qualifiant. Donc là, on voit qu'on a près de 6 sur 10 des 300 sortants qui ont suivi une formation qualifiante. Des éléments sur le niveau de formation le plus élevé avant l'entrée en formation. Donc, vous voyez qu'ici, on a 66 plus 90, donc 156 sortants qui avaient au mieux un niveau CAP, qui ont bénéficié d'une formation financée par la région sur ce territoire-là, sur cette zone d'emploi. On a des éléments aussi selon le dispositif avec une ventilation, notamment des dispositifs en amont de la qualification pour ceux qui s'intéressent au DAC, aux dispositifs de formation linguistique, aux écoles de la deuxième chance. Et puis, on a également des éléments selon la spécialité de formation. Vous voyez ici qu'on a 50 sortants qui ont fait une formation dans le domaine échange et gestion, 47 dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, forêt, espace vert. Et ici, vous avez sur le suivi. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'ici, on est selon les spécialités de formation et ici, on est sur une approche plutôt ventilation des formations par grand domaine dans le cadre du suivi PRIC du conseil régional. Donc, voilà pour le type d'accès. L'idée, ce n'est pas de vous présenter toutes les données, peut-être revenir sur les formations initiales, professionnelles et technologiques en disant qu'on a soit une entrée globale, on peut avoir une entrée par nomenclature des spécialités de formation. Cette nomenclature NSF, c'est quelque chose qui vous parle ? Ou pas du tout? C'est quelque chose que vous utilisez, cette entrée par nomenclature des spécialités de formation? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Nicolas, dans l'encapro sur les territoires, est-ce qu'il va y avoir des choses spécifiques sur les indicateurs plutôt relatifs sur des nomenclatures plus formation? Il y aura la thématique formation qui sera traitée, mais pas. Enfin, il y aura des informations sur les nomenclatures, mais pour expliquer les nomenclatures, comment elles sont construites. Oui, c'est ça pour. Oui, il y aura de l'information. D'accord. Donc, des éléments sur les formations par spécialité et par statut, c'est-à-dire qu'on va coupler la nomenclature des spécialités de formation avec le statut. Est-ce que je suis sous statut scolaire, sous statut d'apprentissage? Est-ce que je suis à l'université ou est-ce que je veux des informations sur toutes les formations, par exemple? Là, par exemple, si je veux des informations sur l'ensemble des formés dans le domaine, tout à l'heure, par exemple, on va chercher plutôt dans le domaine agroalimentaire. Pourquoi ça ne marchait pas? Ah, pardon.
Vous avez donc la possibilité d'aller rechercher. Si je tape agro pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort en spécialité de formation, vous avez les spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture et vous avez une spécialité agroalimentaire, alimentation cuisine. Et par exemple, donc, si je sélectionne cette nomenclature avec le statut tout confondu, j'actualise et je vais avoir des éléments donc, sur la zone d'emploi de Beaune, sur les différents établissements qui proposent des formations dans ce domaine-là. Donc, on a le CTA de Beaune, la MFR de Ruffey-les-Beaunes et la MFR et de Grandchamp à Ruffey-les-Beaunes. Vous avez la localisation des effectifs. Donc là, à Beaune et à l'est de Beaune, vous avez la liste des formations proposées avec le niveau du diplôme et les effectifs. Par exemple, on a le bac pro technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires. Donc, c'est un diplôme de niveau 4. Et ici, vous avez l'information sur l'année du diplôme et la durée du diplôme. C'est-à-dire que là, on a des éléments sur les 3e années de bac pro 3 ans et ils sont 16 au Lecta de Beaune. Vous avez des éléments sur les effectifs en année terminale aussi. Est-ce que vous cherchez des informations, par exemple, sur les formations pour vous proposer, parce que vous voyez, on a quand même un ensemble de données quand même relativement riche. Est-ce que vous avez besoin de chercher des informations sur le nombre de sortants, par exemple, le nombre de formés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ah, pardon. Très peu utilisé chez nous pour filtrer les informations. Oui. Une question. Ah, pardon. Est-ce que vous cherchez plutôt par niveau, par statut, par... Pour peut-être que je vous fasse... si par exemple, vous aviez... Est-ce que vous pourriez me proposer éventuellement un indicateur que vous recherchez pour essayer de voilà, vous expliquer un petit peu quel chemin il faut parcourir pour aller chercher cette information? Est-ce que c'est plus la localisation des établissements, par exemple, ou le volume de sortants déjà? Alors, donc à l'anecdote du CNAM, disons que nous, on croise tous ces éléments. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir le nombre de sortants pour une filière Bac plus 2. Je réfléchis, je ne sais pas, je sais pas si on peut faire un filtre après Oui. par type d'industrie ou type de secteur. Alors, on ne va pas être sur une entrée secteur. Pourquoi? Parce que une formation alimente un ou Plusieurs secteurs, bien métier, sûr. Oui. et ces métiers voilà, peuvent être Par exercés métier, dans oui, oui. plusieurs. Alors, on va être vraiment sur une entrée formation pour alimenter des métiers. Ça veut dire qu'en amont, il faut que vous ayez quand même connaissance un petit peu soit des diplômes que cherchez, soit des filières que vous recherchez, mais on ne va pas être sur une entrée par métier dans Decidata, sur cette entrée formation initiale et professionnelle. Mais par exemple, si vous recherchez par niveau et par statut, sur une entrée, par exemple, tout à l'heure, vous disiez sur, par exemple, les bac plus 2. Les bac plus 2 sur un statut, par exemple, d'apprentissage, si on actualise, on va avoir là des éléments sur les établissements qui proposent des formations de niveau bac plus 2 en apprentissage. Et ici, on va avoir les effectifs. Non, c'est bien ça. On est en apprentissage dans la zone d'emploi de Beaune. On nous propose quasi exclusivement des entrées plutôt industrie agroalimentaire ou communication. C'est lié à la viticulture. Tout à fait, c'est ça. C'est lié aussi à la forte présence du domaine agricole sur le territoire. Et vous avez ici le nombre d'effectifs sortant de formation, sachant qu'à chaque fois sur une formation, il faut regarder l'année du diplôme et la durée du diplôme. Ici, sur le BTSA viticulteur œnologie,
On a les effectifs 42 inscrits en première année du diplôme qui dure 2 ans. Et ici, on a 92 inscrits dans le BTSA viticulture, œnologie en année terminale, puisqu'ils sont en deuxième année d'un diplôme qui dure 2 ans. Donc, vous avez ce type de formation. Et enfin, parce que je vois le temps qui passe, je n'ai pas vu le temps passer, et je vous prie de m'excuser, on a également des éléments sur la formation à travers les atlas de la formation. Donc là, on ne va plus rentrer dans l'onglet territoire, mais dans l'onglet formation du site. Et si vous scrollez vers le bas, vous avez des éléments sur les atlas, ici à droite, atlas de la formation initiale en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va avoir des éléments là par établissement pour avoir vraiment des choses très fines à l'échelle de l'établissement. Decidata, on va être plutôt sur une entrée diplôme, alors que l'Atlas, on va vraiment être une entrée par établissement avec la possibilité d'imprimer. Vous avez accès à l'Atlas de l'apprentissage, l'Atlas des lycées de l'éducation nationale et des lycées, donc lycées publics de l'éducation nationale et établissements privés sous contrat de l'éducation nationale, et l'Atlas des établissements de formation agricole également. Je prends l'exemple, par exemple, de l'apprentissage. Dans l'exemple de l'apprentissage, vous avez 2 rentrées scolaires disponibles, la rentrée scolaire 2020 et la rentrée scolaire 2021. Vous avez la possibilité de filtrer, là encore, par zone d'emploi. On va prendre, par exemple, Nevers, tiens, pour changer. Sur la zone d'emploi de Nevers, donc une répartition générale des effectifs totaux et en première année et en dernière année. Une répartition par sexe, par niveau de formation. On voit que plus de la moitié des effectifs inscrits en année terminale sont inscrits sur un niveau CAP. Des éléments sur la répartition des actifs par spécialité de formation. Et là, ici, donc le plus, ça va être de pouvoir avoir vraiment des éléments par établissement et par diplôme. Donc, pour ça, il faut vraiment sélectionner une zone d'emploi et un établissement. Je ne sais pas si vous connaissez des établissements en particulier. Je vais reprendre l'exemple de la zone d'emploi de Nevers et on va prendre un établissement. Donc, on a le CFA de la Nièvre, le campus des métiers de Marzy, le C2I Bourgogne, l'IFSI de Nevers. On va prendre peut-être le lycée général et technologique Raoul Follereau, par exemple. Donc, dans le lycée général et technologique, on a donc le CFA de l'éducation nationale qui propose 2 BTS, le BTS management commercial et opérationnel dans lequel on a 11 apprentis, dont 9 en dernière année, et le BTS support à l'action managériale, sur lequel on a 4 apprentis en dernière année sur ce lycée-là. Et si je prends par exemple le CFA du bâtiment dans la Nièvre, on a par exemple sur CAP constructeur de réseaux et de canalisation de travaux publics, puisqu'on est sur des formations qui alimentent des métiers en tension. On a 20 apprentis, dont 9 en dernière année. Constructeur de route, là encore, des métiers en tension, 6, dont 6 en dernière année. Et là, donc, un CAP qui a ouvert, pour lequel on a seulement 4 apprentis et donc 4 en première année sur constructeur de route et d'aménagement urbain. Donc là, on est vraiment sur une approche assez fine des sortants. Vous avez également la répartition selon le sexe, les spécialités de formation et le niveau de la formation avec la possibilité de télécharger. Voilà ici, vous avez la possibilité de télécharger sous format d'image, de PDF ou de PowerPoint. Et par exemple, si vous cliquez sur les PDF, sur un format A4, ou A3 plutôt, la possibilité de télécharger la vue. Et quand la vue est téléchargée,
vous pouvez l'ouvrir, elle s'ouvre son écran là ici, et donc vous avez des éléments présentés dans le tableau de bord. Donc normalement, voilà, la possibilité d'exporter, possibilité d'exporter en CSV dans l'outil Decidata ou en format Word. Tout à l'heure, on a eu un petit souci réseau. Je pense avoir fait le tour de la présentation. Juste pour Decidata, j'ai oublié une chose que je vais vous montrer tout de suite pour vous aider à naviguer sur l'outil. Donc, quand vous êtes sur Decidata, ici, vous avez la prise en main avec la possibilité d'extraire un guide d'utilisation de l'outil qui est plutôt bien fait. Ici, voilà, les différentes thématiques, les premiers pas, etc. Donc, la possibilité, voilà, d'aller plus loin pour regarder les différentes entrées proposées dans Decidata. Et puis, écoutez, on vous remercie pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail si vous avez des demandes particulières. Donc, Nicolas Jacquino @enfort-bfc.org et moi-même amazon@enfort-bfc.org. Voilà, effectivement, il n'y a plus qu'à s'approprier les outils, Madame Venturi. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? S'il n'y a pas de questions. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous contacter. On tentera d'y répondre en tout cas. On va attendre peut-être. Eh bien, bonne journée à tous. Merci pour votre participation. On espère avoir été clair et on tiendra à votre disposition si besoin. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.